merci d'avoir le plaisir d'être à Cloud Nord aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume Charvet, je suis principal AI ingénieur chez AXA France. Aujourd'hui, je travaille principalement sur le fait de mettre pour faire une application pour faire de la Genia at scale. Je suis passionné par l'informatique, j'adore la tech, et j'adore faire de la tech et je veux faire de la tech. Mais pas de la tech pour le plaisir de faire de la tech pour apporter de la valeur ajoutée et que ça serve à quelque chose. L'année dernière, j'ai eu la chance de venir ici à Cloud Nord pour vous présenter SlimFast. C'est une petite pépite et j'y crois. Et aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter comment SlimFast a pris du poids. Et le sujet, mon objectif aujourd'hui, c'est que ça fait 20 ans que je fais de l'informatique. Depuis 20 ans, on me dit, quand on développe dans les entreprises, en général, on nous demande de faire en sorte que si on n'est pas là, ça fonctionne encore. Et ça, je trouve ça assez déshumanisant d'un côté, parce que je suis passionné, j'adore ce que je fais, et on me dit de tout faire pour faire en sorte que je ne sois pas là. Et la problématique, c'est qu'on ne m'a jamais expliqué comment faire en sorte que ça fonctionne si je ne suis pas là. Et on ne m'a jamais aidé et donné des outils pour faire en sorte que je ne sois pas là. Et aujourd'hui, enfin, j'ai compris comment faire. Et en plus, d'une façon très humaine, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, d'habitude, j'ai des plans. J'ai un plan, entrée, intro. Là, j'en ai pas. Mon but aujourd'hui, c'est de vous raconter une histoire, mon histoire. Je vais tout d'abord rapidement vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas SlimFast, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert. Ensuite, on va rentrer un peu dans le domaine du juridique pour parler d'open source et un peu rentrer dans le droit, pour ensuite switcher sur la partie CNCF, donc Cloud Native Foundation, dans laquelle SlimFast a été accepté en mode sandbox, et vous expliquer l'histoire de toute l'intégration de SlimFast dans la fondation Linux. Alors c'est parti pour une première petite démo, pour ceux qui ne connaissent pas SlimFast. Donc l'année dernière, vous avez vu qu'avec SlimFast, sur Kubernetes, on peut perdre beaucoup de poids, et sur un seul projet, on gagnait plus de 230 000 € par an, juste sur un projet. Juste un petit exemple. Je vous donnerai d'autres chiffres après. Et comment ça marche, SlimFast? C'est un petit proxy qui se met dans votre application. Si vous voulez l'essayer, là vous avez une section Get Started sur le site web ici, que vous pouvez cliquer. En 2 minutes, paf, vous pouvez cliquer. Alors j'ai oublié de faire échappe. On re-switch sur le PowerPoint. Ce que je ne sais pas faire. On va refaire manuellement. Voilà. Échappe. Merci. Donc là, si vous êtes sur le site web, vous avez une section Get Started pour le tester en 2 minutes. Je vais aller très vite. C'est juste pour vous présenter brièvement qu'est-ce que SlimFast fait. SlimFast, c'est un petit pod proxy que vous installez avec votre application sur Kubernetes. Ici, hop, si on prend un petit déploiement existant, n'importe quel déploiement que vous avez qui existe, vous avez juste à rajouter une petite annotation pour dire que c'est une fonction et il va être pris en charge par SlimFast, tout simplement. Là, j'ai mis en sorte que ça s'éteigne au bout de 8 secondes. Et pour le mode asynchrone, je vous expliquerai, on autorise 2 requêtes en parallèle. Donc là, j'ai copié le petit script, je vais lancer la démo. C'est fait. Ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais me retrouver avec un petit Docker et un petit Bruno. Là, on lance 3 instances de SlimFast. En mode développement, on peut en lancer qu'une. SlimFast, c'est plus qu'un proxy, c'est aussi une base de données intégrée. Ici, pour utiliser SlimFast, c'est assez facile. Là, c'est l'URL de SlimFast. On rajoute function, le nom du pod que je veux appeler, et là, le pass du pod que je veux appeler, tout simplement. Si j'appuie ici, je fais play, qu'est-ce qui se passe? C'est que SlimFast va recevoir la requête, il va détecter que Fibonacci 1 n'est pas lancé, il va le démarrer, attendre qu'il soit en état ready, et dès qu'il est en état ready, bim,
il va lancer ma requête ici à mon pod. On peut voir hello cloner. Après 8 secondes après, on doit être à 6, 7, 8, bim, Simfast l'éteint, mon pod n'existe plus, il ne consomme plus de CPU et plus de RAM. Ensuite, il y a d'autres routes asynchrones. Simfast, c'est une vraie base de données, ça intègre une vraie queue, c'est-à-dire que ici, si je bourrine de Fibonacci, mon pod va exploser en RAM et CPU et ça ne servira pas à grand chose. En passant par le mode queue, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici je vais cliquer 4 fois, 1, 2, 3, 4, bon, ça se voit pas trop, mais là mon pod Fibonacci commence à être lancé, et là j'ai autorisé 2 appels en parallèle. Simfast va protéger et uniquement faire 2 appels en parallèle à chaque fois mon pod sous-jacent. Mon pod sous-jacent est protégé, il ne pourra pas cracher. Voilà. Avec Simfast, il y a d'autres modes. On peut faire du pub sub, du publish subscribe, le pattern, tout ça via HTTP, sans aucun couplage à aucun driver, et ça c'est cool. On peut lancer des jobs Kubernetes, lister des jobs Kubernetes, les effacer. De la même façon, on peut programmer des schedules de jobs Kubernetes, et voilà. Il y a d'autres routes que j'appelle les mind changers. Pourquoi? Parce que ici j'ai une route wake up où je peux réveiller des pods, donc c'est une petite API REST. Donc là j'ai juste cliqué, ça ne me dit rien, ça me réveille juste mon pod, et j'ai une route qui permet de donner l'état de l'infrastructure ici, où je sais que là j'ai un pod Fibonacci qui est démarré et d'autres pods qui ne sont pas démarrés. Ça permet d'aller plus loin et du coup de faire une petite démo où l'idée de Simfast, c'est de transformer une contrainte d'infrastructure, on doit dupliquer les pods partout pour la résilience, en une contrainte UX. Où là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que même en production, on va scaler à 0, et avec des contraintes UX, on va pouvoir afficher à l'utilisateur, attendez, l'environnement est en train de démarrer, tout simplement. Là, si je lâche la souris, alors je la laisse parce que ça descend, que j'utilise plus mon application, et bien Simfast va éteindre les jobs au bout de 8 secondes, et je ne consommerai plus rien. Alors 8 secondes, il faut que ma souris ne bouge vraiment pas. Voilà. Et là, bim, je ne consomme plus rien. Et si je reviens, effectivement, ça va rallumer mon infrastructure. Voilà. Ça, c'est le concept de Simfast. Je vous expliquerai un peu la roadmap future à la fin. Maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. Donc, hop, on va cliquer sur le petit bouton de transition pour lui. Donc là, c'est juste pour dire que j'ai utilisé ChatGPT et ça tue la planète. Mais j'ai l'excuse, j'utilise Simfast. Sauf de l'autre côté. Là maintenant, ce qui est bien, c'est que Simfast est rentré dans la fondation, la Cloud Native Foundation, et Simfast a pris du poids. Mais pas n'importe quel poids, il a pris du muscle. C'est pas mal. Hein. Alors, avant de parler de CNCF, on va parler un peu d'open source. D'ailleurs, je vous dis mon petit papier. L'open source, selon l'Open Source Initiative, c'est un logiciel open source, c'est un logiciel dont le code source est librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable. Il y a 10 règles, je vais vous dire que les 4 premières. La première, c'est que c'est libre de redistribution. Le logiciel peut être donné ou vendu librement sans redevance. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est gratuit, l'open source, on peut le rendre payant. Le code source disponible. Le code source doit être inclus ou facilement accessible. 3. Travaux dérivés. Les modifications et travaux dérivés doivent être autorisés. Et 4. Intégrité du code source de l'auteur. Les licences peuvent exiger que les versions modifiées soient distribuées sous un nom différent ou avec Apache. En gros, on doit pouvoir retracer d'où vient le code dérivé. Au niveau de l'open source, il y a une distinction qui est importante à faire entre les licences qui sont copyleft et non copyleft. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que les licences type MIT, Apache 2.0 sont assez permissives. On peut les prendre, les utiliser, les modifier, même en privé, et les utiliser telles quelles, pour la plupart. Souvent, il faut pouvoir juste dans le README retracer que l'origine
et le repo d'origine. Les licences avec un copyleft, ce qui se passe, c'est qu'avec ce copyleft, un projet qui est open source, par exemple en GPL v3, doit rester open source. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser ou modifier un peu ce logiciel, vous êtes obligé de rester en open source et votre modification doit être open source. Et ça a un impact fort parce que du coup, c'est comme l'asynchrone, où quand on fait du code asynchrone, tout devient asynchrone. Et bien là, avec l'open source, tout doit devenir obligatoirement open source. Il y a des licences, même type MIT ou Apache V2, il faut bien les lire parce que dans les clauses, il peut très bien avoir écrit c'est gratuit en Apache V2, par exemple si vous êtes tout seul un utilisateur, et par exemple si vous êtes une entreprise avec plus de 5000 employés, et bien là il faut payer. Donc il faut vraiment regarder les licences parce que les licences, c'est tout simplement un contrat. Qui dit contrat dit que c'est lié au droit. Et en fait, au niveau du droit, il y a la notion de droit civil et de droit pénal. Pour éviter des problèmes de droit, justement, j'ai un peu traficoté les photos. Alors là, j'ai mis P comme pénal. Pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre qu'est-ce que le droit civil. Le droit civil, l'idée c'est de pouvoir réparer une injustice. Réparer, par exemple, je suis une personne, une entreprise, je vais attaquer une autre entreprise ou une autre personne pour réparer un préjudice. En général, qu'est-ce que je vais faire dans le domaine de l'open source ? Soit fermer le repo ou avoir des dédommagements sous forme d'argent. Au niveau du droit pénal, c'est un peu plus compliqué que ça. Pénal, ça veut dire punir. Qui agit, c'est l'État. Et en fait, si on enfreint la loi, sachant que nul n'est censé ignorer la loi, ce qu'on risque, c'est soit une amende, soit une peine de prison. Voilà. Alors j'ai des petits exemples de qu'est-ce qui part dans le civil ou le pénal. Oubliez de citer le copyright d'un code MIT. Par exemple, si on forque un projet, on modifie. On oublie de citer l'original. Là, c'est du civil. On risque un avertissement ou demande de retrait ou dédommagement. Distribuer un code GPL sans publier les sources. C'est-à-dire qu'on fait un GPL, on forque, on modifie, et en gros, pareil. Là, c'est du civil. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir demander de retirer le repo et de dédommager. Par contre, voler un code propriétaire et le publier sur GitHub, là, on risque du pénal. C'est-à-dire une amende, voire même de la prison. Ça, c'est important parce que, retenez-le bien, on en reparlera tout à l'heure. Donc si on prend du code source d'une entreprise et qu'on le met en open source, on peut avoir des problèmes. Alors maintenant, on est prêt à parler de la CNCF, pas la SNCF. Quand on cherche sur Google ou Bing CNCF, il nous propose la SNCF, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est très dur à dire. Ici, la CNCF propose un site web qui est assez dur à comprendre, assez dur de rentrer dedans. C'est pour ça que je vais vous décrire un peu à quoi sert la CNCF. Donc la CNCF, son but, c'est une fondation à but non lucratif, dont le but principal est de favoriser l'adoption et la standardisation et l'interopérabilité des technologies cloud natives. Elle a 4 objectifs. Le premier objectif, la CNCF définit, son premier objectif, c'est de promouvoir l'approche cloud native, logique. Donc la CNCF définit et promue l'écosystème cloud native, c'est-à-dire des architectures basées sur les containers, les microservices, la déclarativité, type YAML, Terraform M, et l'orchestration dynamique. Son but, c'est de rendre les applications stables, scalables automatiquement, résilientes et portables. Deuxième point, c'est héberger et faire évoluer les projets open source stratégiques. La CNCF agit comme une maison neutre où vivent et se développent des projets clés du cloud native. Elle fournit un cadre neutre, transparent et gouverné par la communauté pour leur évolution. Et pour ça, ici, si vous allez là, dans le projet, vous allez voir 3 statuts. Ah ouais, j'ai toujours pas fait échappe. C'est dommage parce que je vous montrais des trucs depuis tout à l'heure. Alors, j'ai un tout nouveau très beau Mac, mais je ne sais pas m'en servir. Hop.
Mais je suis conquis, par contre. Donc ici, au niveau de la CNCF, pas la SNCF, vous verrez au niveau des projets trois statuts. Sandbox, c'est là où vient d'arriver SimFast. En gros, ça permet d'expérimenter des projets qui ont probablement à devenir. Incubating, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir une communauté, et là c'est intéressant de leur donner un peu plus de budget. Et Graduated, c'est devenu des standards, on peut les utiliser les yeux fermés, on peut faire confiance. Hop, c'est pas fini. Alors, là je fais mon petit 2, mon petit 3, c'est garantir la neutralité et l'interopérabilité. Alors là c'est important, c'est que la CNCF veille à ce qu'aucun acteur, Google, AWS, Microsoft, tous les gros, ne puisse dominer l'écosystème. Les décisions se prennent via un Technical Oversight Committee, qu'on appelle TOC, et une gouvernance communautaire. Ça, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Et quatrième point, le but c'est d'éduquer, certifier et se connecter à la communauté. Donc la CNCF soutient des formations certifiantes, des événements mondiaux, les KubeCon, les Clubs NativeCon, des programmes de contribution, de mentorat aussi dans les universités, et des initiatives liées à la Fondation Linux, dont j'en parlerai juste après. Donc, on va revenir sur mon PowerPoint. Il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'il y a toute une gouvernance au niveau de la CNCF. C'est qu'il y a un board, c'est-à-dire une sorte de comité directeur, qui est élu et qui tourne, toujours dans le mode open source, et qui va élire un comité qu'on appelle TOC. C'est difficile à comprendre, moi-même j'ai rien compris, c'est grâce à la présentation que j'en connais plus. Et eux, ils vont commencer à rentrer dans le détail, et ces TOC-là, c'est des personnes clés qui vont définir quel projet peut rentrer et sortir dans la Fondation Linux. En dessous, ils vont définir et élire ce qu'on appelle des Technical Advisors, je ne saurais pas dire, des tags, qui vont, eux, avoir des spécialisations techniques sur des domaines. Typiquement, SimFast est dans le tag Runtime, parce que c'est au niveau de l'application. Donc, ce n'est pas de l'infrastructure, c'est un truc qui fait partie de l'application au runtime. Et ce qui est important de comprendre, c'est que comment dire, vous allez retrouver ici le governing board. Vous verrez ici pour la plupart, c'est des grosses boîtes de big tech, ici. Donc ça, c'est vraiment ceux qui lead la communauté. Ensuite, en dessous, on va retrouver les TOC, qui eux sont un peu plus techniques et vont discuter aussi avec le board pour élire les projets qui vont être gradués en Sandbox. Ah, on me fait signe que personne ne voit rien. Désolé. Voilà. En fait, ce que je voulais montrer, c'est juste que là, vous pouvez retrouver le board. Donc ça, c'est les leaders. Ensuite, le comité de TOC qui va lui définir qui rentre sort de la CNCF. Vous allez voir aussi ici un onglet ambassadeur. Il faut savoir que c'est des gens qui vont promouvoir la CNCF mais qui n'en font pas partie. Typiquement, si on regarde en France, je ne connais pas tout le monde, mais je connais Aurélie ici. Je vous montre ça parce que ça a une utilité pour la suite. Qui nous a aidé à faire rentrer SimFast dans la sandbox CNCF. Voilà. Mais, comme c'est une association, enfin, une sorte d'association, il lui faut un financement. Et pour le financement, il faut savoir qu'il y a tout un système de cotisation. Et pour cotiser, par exemple, il suffit d'aller ici dans Project, dans About Membership Hub, et tout est expliqué comment on peut. Alors, ouais. Ça, je l'avais pas prévu. Veuillez m'excuser. Si vous allez ici dans Membership Hub, tout est expliqué comment faire partie un peu plus de l'organisation CNCF.
Vous pouvez contribuer soit en tant que Silver, Gold ou Platinum. Et par exemple, Platinum, ça vous offre directement une place au niveau du board de la CNCF. Alors pourquoi c'est important? Parce que si vous allez voir un peu les membres, la plupart font partie des Big Tech, et ce serait peut-être un jour mieux qu'il y ait un peu plus d'entreprises européennes qui lead les standards du cloud native. Mais par exemple, pour avoir une place Platinum, c'est environ 370 000 $ par an. Voilà. Pour les Gold Members, c'est environ 120 000 $ par an. Voilà. Mais ça vaudrait la peine que certaines entreprises, d'un acte stratégique, en fassent partie. Hop. Mais cet argent, l'idée, c'est pas de le mettre dans les poches du monde, c'est de l'utiliser pour redistribuer à la communauté. Je ne vais pas zoomer comme ça, j'aurai pas de problème de zoom. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau des événements, ils dépensent des sous pour faire des événements, mais ça rentabilise carrément le prix des événements, ce qui permet de promouvoir les projets. Beaucoup de millions sont mis en place pour l'open source des projets. Ça prend en compte les CI/CD et tout le tooling qui va avec, qui permettent au projet de fonctionner. Pareil pour la sécurité, pareil pour et finalement, les coûts de fonctionnement ne sont pas si élevés que ça. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que je joue pas? J'ai pas zoomé. Alors, on va mettre un petit peu plus... Voilà. Donc maintenant, pourquoi y aller? Alors là, j'aimerais un peu vous raconter mon histoire. Ce qui se passe, c'est que j'ai mis le schéma d'un garagiste. Il faut savoir que vous allez chez le garagiste, on vous dit qu'il faut payer 1500 pour réparer, je sais pas moi, une partie du moteur. Vous y connaissez pas, vous êtes obligé de payer et vous avez rien compris, mais vous faites confiance au garagiste. En informatique, c'est quand même difficile l'informatique parce que, en tout cas dans les grandes entreprises, souvent on veut faire un projet, c'est pas 1500, en général c'est assez rapidement 80 000, 120 000 euros minimum pour faire le projet. En plus, pour qu'un projet fonctionne, il faut un alignement un peu des planètes, c'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau des directeurs, tout le monde soit pour le projet et ne se tape pas dessus. Il faut qu'au niveau de l'équipe, par exemple s'il y a un product owner, il faut qu'il sache dire non et qu'il sache filtrer ce qu'il y a de fort valeur ajoutée. Au niveau de l'équipe aussi, il faut que ce soit une équipe qui soit costaud. Et disons, pour faire un projet informatique qui réussisse, il faut beaucoup de facteurs qui soient positifs. J'ai essayé de trouver le taux d'échec ou de réussite. Au final, c'est assez difficile à prendre parce que ça dépend de qu'est-ce qu'un échec ou une réussite. Est-ce que c'est s'il y a un dépassement de budget ou autre. Mais finalement, si vous regardez les projets souvent 2-3 ans après, au final, la vie de votre code, la durée de vie de votre code n'est pas si longue que ça. Et tout ce que veut un développeur, c'est que ce qu'il fait, ça ait un impact, et un impact durable. Et souvent, dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit beaucoup de petits projets qui, eux, ne sont pas des projets qui sont financés par l'entreprise. On voit des développeurs qui font des petits outils super cool. Soit, en général, ils les inner source. Ça peut avoir un succès. Ça va avoir un succès pendant 1 an, 2 ans. Et là, le développeur, il part. Pof, ça s'essouffle. L'outil disparaît. Et par malchance, il se peut que ça crée une grosse dette technique. Ça peut être un problème. Autre scénario, ce qui arrive souvent maintenant aujourd'hui, c'est que le développeur fait un petit outil, super cool, c'est une valeur ajoutée, c'est de la pure tech. Et là, le problème, c'est que comme il ne va pas l'open sourcer, il va l'open sourcer. Mais sauf qu'au lieu de l'open sourcer sur l'open source de l'entreprise, il va l'open sourcer sur son compte perso. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que je sais que ça arrive souvent. Et là, en fait, il y a un problème qui revient à l'ordre du pénal. C'est-à-dire que, à partir d'un moment, dans le droit français, nul n'est censé ignorer la loi, dans le droit français, à partir du moment où vous avez écrit une seule ligne de code sur le poste du travail, même le week-end,
le code appartient à l'entreprise. Et donc si vous open sourcez un projet et que l'entreprise n'est pas au courant, et bien là, vous prenez des risques. Voilà. Et ça, vous êtes censé le savoir. C'est pour ça qu'il y a 8 ou 9 ans, j'ai milité assez longtemps pour... alors, faut que je trouve le raccourci du coup, sur mon nouveau Mac. Je ne l'aurai pas. Home click. Je vais tous essayer. Bon, on va copier-coller. Non. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va open sourcer on va mettre en place des règles open source pour sortir de ce flou. Et du coup, ce qu'on a fait à l'époque, c'est de dire, si vous avez des fortes parties de contribution, donc sur des projets autres qui existent déjà, au moins notifiez votre manager. Là, vous serez dans les règles. Et si vous avez une application que vous voulez open sourcer, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, je vais aller directement, des règles. Pour open sourcer une application, déjà, il faut qu'il n'y ait aucune règle spécifique à l'assurance. Parce que si vous levez up un peu au niveau d'une entreprise qui travaille sur de l'automobile, elle ne va pas vouloir faire du software. Elle va vouloir faire du software lié à l'automobile. Et tout ce qui est asset technique pur, c'est pas son job. C'est le job des boîtes qui font du software. Et donc là, on peut open sourcer à partir, on n'a pas de code spécifique au domaine de l'assurance. Ensuite, il y a plein de choses dont avoir une licence, avoir des README, avec un README où on peut lancer le projet en un seul clic, toutes les bonnes pratiques, comment contribuer, un code de conduite, une licence et un changelog. Il faut savoir que pour avoir la licence, on a mis 2 ans d'études avec le juridique pour savoir quelle entreprise allait porter la licence. Parce que par exemple, prenez Facebook, Facebook a la marque qui existe au long du monde entier, mais AXA c'est un rachat de société. Et en fait, AXA n'existe pas dans une terme marque au niveau du monde. C'est pour ça qu'on a mis une licence où on mixe 2 entreprises d'AXA France. Et dans les trucs importants, c'est qu'il faut la validation d'un directeur d'identité et une validation de l'équipe de sécurité. Voilà. Et à partir de là, on est dans les clous, on prend pas de risque. Maintenant, revenons à SimFast. On va pas zoomer. Là, ce qui s'est passé, c'est que SimFast, il y a 5 ans, quand on a commencé nos projets de machine learning, on s'est dit, ça va probablement coûter très cher. Et il nous faut probablement ce qu'on appelle du function as a service. Et avec les ops à l'époque, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qu'on a sur Kubernetes pour faire du function as a service. À l'époque, on s'est posé la question, est-ce qu'on utilise Knative, qui est là, ou est-ce qu'on utilise OpenFast? On n'avait pas la main sur les opérateurs pour faire des choses, d'un point de vue ops. Et on s'est dit, on essaye OpenFast, si ça marche, go avec. C'est ce qu'on a fait, on a pris OpenFast et ça a marché. Super. On l'a utilisé, ça a bien fonctionné, on a porté 2-3 projets en production, jusqu'au jour où l'équipe d'OpenFast a dit, il y a un problème avec Docker Hub, on va sortir Docker Hub. À l'époque, il faut savoir qu'on ne payait pas OpenFast et ça nous suffisait quand même pour partir en production. On n'avait pas là juste le scale to 0. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que l'équipe d'OpenFast a supprimé toutes les images de Docker Hub. Et par contre, les nouvelles images qu'ils ont mises sur je crois que c'est sur GitHub, il fallait payer pour pouvoir que de notre côté ça parte en prod. Donc là, on a été coincé. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait En Knative, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'installer parce que AXA est un ensemble de sociétés, c'est pas juste une entreprise. Et nous, notre plateforme Kubernetes, elle est multi-entreprise. Et installer un Knative, ça faisait installer un Kafka ouvert à toutes les entreprises. Donc d'un point de vue légal, ça passait pas. On a essayé de pousser Keda. Keda nous a pas dit non. Après 5 ans, on nous a dit on va pouvoir installer Keda. Et du coup, on s'est dit on va créer un petit proxy qui remplace OpenFast. Comme ça, on ne casse pas toutes nos applications. Et on va exposer des métriques Prometheus. Voilà, c'est technique. Ce qui va nous permettre de scaler vers le haut, vers le bas avec Keda. Parfait. C'est comme ça que c'est passé. Et du coup, on a dit on va l'open sourcer d'abord. Et on a obtenu le fait de pouvoir l'open sourcer. Hop. Alors.
Ensuite, mon histoire n'est pas finie. Ce qui s'est passé, c'est que ça a bien fonctionné. On l'a mis sur 2, 3, 4 projets. Et je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que c'était une pépite. C'est-à-dire qu'on a copié OpenFaaS. Et un jour, j'ai un des directeurs de la partie Ops qui me dit, mais là, tu as un proxy, tu n'as pas encore KEDA, tu as accès à l'API Kubernetes, ah, vas-y, en quelques heures, tu scales tout zéro. Et là, bim, quelques heures après, effectivement, Simfast était né, on scalait à zéro et on faisait beaucoup d'économies. J'ai insisté, je me suis dit, mais c'est une pépite. À l'époque, on était lié à Redis. Je me suis dit, on va sortir et on va faire en sorte que ça soit une base de données autonome. Comme ça, on prend, c'est plug and play, et sur n'importe quel projet, on a du scale to zéro, et après, on fera du scale vers le haut aussi. Et là, génial, Simfast, c'est bien. Sauf que, chez AXA, KEDA est arrivé, et là, les architectes ont commencé à me dire, ah non, on va enlever Simfast, on va mettre KEDA. J'ai commencé à dire, oh, ça fait pas la même chose, attention. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème avec Simfast. C'est que Simfast était maintenu que par moi. Et ça, quand je me mets d'un point de vue des architectes, de tout le reste de l'entreprise, si je quitte l'entreprise ou si je me fais écraser par une voiture, eh ben, il y a un problème, je vais créer une grosse dette technique dans l'entreprise. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, ça c'est notre référence, ce petit schéma de le Cloud Native Landscape. Et ben, mon but, ça va être de mettre Simfast là-dedans. Voilà. Et du coup, la conséquence, c'est que j'ai fait un peu de recherche. Alors du coup, je vais copier, coller, hop. Et je suis tombé sur la procédure pour rentrer dans la sandbox CNCF. Et là, tout est expliqué. Même si je ne suis pas bon en anglais, tout ça, j'ai à peu près compris ce qu'il disait. Et en gros, on va juste créer une issues, et on va proposer, et le comité, le TOC, va valider ou invalider la proposition. Et là, je suis allé avec mes petites mains et mon couteau, pour être poli. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur New Issues, Sandbox Application. Alors là, le formulaire a l'air tout petit. Et ben non, il est énorme. Là, il y a des pages complètes à remplir. C'est ce que j'ai fait à l'époque. Je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai rien à perdre de toute façon. Je connaissais à peine la CNCF. Hop. Et j'ai rempli le formulaire. Et le formulaire nous demande de mettre une équipe. Alors j'ai mis tous mes collègues avec qui je travaillais à l'époque, ou que je travaillais encore avec eux. J'ai mis le logo de l'époque, qui a d'ailleurs un problème juridique parce qu'il reprend la vraie typo de Simfast. Donc du coup on a dû changer. J'ai expliqué ce que faisait le projet, pourquoi il était lié à il était bien pour être mis en standard. Ici, je vais y revenir après, mais il y a toute une section, on dit qu'on accepte de léguer tout le code, la marque, à la fondation Linux. Et on explique vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, il nous faut aussi un sponsor. C'est-à-dire qu'il nous faut quelqu'un déjà en lien avec la CNCF et la communauté pour pousser le projet. Heureusement, je savais qu'Aurélie en faisait partie. Il y a des liens forts qui travaillent chez OVH avec la CNCF. Et du coup, je l'ai tagué, je me suis dit à tout hasard. Et effectivement, elle nous a aidé à pousser le projet. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu plein de questions. Ils m'ont dit, ouais, t'es tout seul à maintenir le projet. Ils m'ont dit, explique-nous ça, explique-nous ça. J'ai dû expliquer que la roadmap, en gros, c'est de rester dans les standards de la CNCF. On allait scaler out, c'est-à-dire scaler vers le haut. Et ça, on allait s'appuyer sur les métriques Prometheus et garder le langage PropQL, par exemple. En gros, l'idée, c'est de se dire, on va s'appuyer sur tous les standards de la CNCF et s'intégrer dedans, sans tout casser. Et ça a marché, jusqu'à ce qu'il fasse un vote. Alors à la fin, alors là, c'est pour dire que je suis tout seul à contribuer, ce qui n'est pas bien. Et sur le vote, tout le comité, la DTOC, devait voter en faveur ou contre. Et là, coup de chance, il y en a eu 6 pour, et les autres n'ont pas voté, mais c'est suffisant pour que ça passe.
Et là, du coup, SimFast a été accepté en mode sandbox dans la CNCF. Et là, du coup, la conséquence ici, c'est que ça va nous obliger à faire plein de choses. Tout d'abord, rentrer dans la sandbox CNCF, c'est qu'on nous fait confiance, et maintenant, le but, c'est de passer dans le mode d'après. Et le mode d'après, c'est tout simplement augmenter la communauté. Mais avant, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont ouvert une autre issues. Et là, en gros, j'ai créé le board, toute la procédure d'onboarding. Il faut savoir que ça a pris 4 mois. Et là, dans les premières petites cases à cocher, donc en gros, il faut copier-coller ce que le Gaël a mis. Et à chaque fois, il fallait cocher j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le premier point qui est le plus important, c'est à propos de la propriété intellectuelle. Il faut savoir que SimFast était sous licence MIT, et là, on a dû la passer en Apache V2. SimFast était dans l'organisation AXA France, et bien là, on a dû créer une organisation complètement à part, dans laquelle la fondation Linux prend la main. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que le code source, la marque, le SimFast, les logos, n'appartiennent plus à AXA. On a reçu des contrats, là, toute l'équipe, qu'on a dû signer pour léguer toute la propriété intellectuelle de SimFast à la fondation Linux. Et ça, dans le but de protéger la fondation, le projet. Il faut savoir que quand j'ai mis SimFast dans la fondation Linux, là, j'ai eu un problème. Dans la proposition de Sandbox, j'ai eu un problème parce que ici, j'ai dû créer un repo, je l'appelais SimPlanet. Vous savez pourquoi? Parce que dès que j'ai fait la demande de Sandbox, il y a quelqu'un qui a créé, le jour même, qui a créé le repo SimFast. Ce qui fait que je n'ai pas pu prendre SimFast. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que la CNCF protège la marque parce qu'ils vont aller contacter l'INPI, ils vont acheter le nom SimFast dans le domaine du software, ce qui va permettre de protéger proprement l'application. Voilà. Alors j'ai zoomé. Ça, je t'ai dézoomé. On revient sur mon onboarding, je ne sais pas prendre trop de temps. Donc on doit signer plein de papiers. On ne doit pas montrer de pingouins. On signe que les pingouins, ça appartient à Linux. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très 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 enrichissant. On doit créer un channel Slack, obligatoire, je vous montrerai juste après. Si on a un site web, on doit le léguer à la fondation Linux. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas de site web, du coup, on a pu créer un proprement. On a dû créer des pull requests pour pousser les logos, afin qu'ils apparaissent dans la fondation CNCF. On a dû créer des pull requests dans plein de repos pour décrire l'équipe. On a dû commencer à créer un code of conduct et aussi un fichier de gouvernance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toute l'équipe est d'AXA, mais le but, c'est que n'importe quelle entreprise est bienvenue pour travailler sur SimFast. Donc on a mis en place tout un process pour dire, si vous commencez à contribuer, que vous voulez faire partie des gens qui ont la main pour merger sur Main, vous êtes les bienvenus. Parmi les choses à faire, on a dû mettre en place un DCO. Donc en gros, c'est la signature sur GitHub. Il y a deux modes qui sont possibles. C'est soit on signe un contrat comme quoi on s'engage à ne pas faire n'importe quoi quand on commit, soit sinon on va signer chaque commit. Et pour signer chaque commit, voilà, c'est ça. C'est que soit on signe un contrat de ce qu'on appelle un CLA, ce qui nous dit c'est déconseillé, soit on va forcer la signature de chaque commit. Et pour signer un commit, alors j'ai découvert ça, c'est que ici sur Internet, il y a un certificate.org. En gros, c'est une sorte un petit contrat, une petite licence. Et on s'engage, quand on signe, en gros, on signe ça. Et on lui dit, je vais respecter, à ne pas faire n'importe quoi. Et, je résume beaucoup. À ne pas faire n'importe quoi. Et je m'engage à mon commit, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Du coup, pour signer un commit, soit vous faites un commit-s pour le signer. Par contre, il faut bien que votre compte soit configuré avec votre nom et votre email. Ou soit, par exemple, ce que je vais faire un petit exemple via l'interface de GitHub,
c'est que si je vais faire un petit commit ici, on va prendre un truc qu'il ne faut jamais faire, mais on va le faire. On va prendre ici Edit this file, je vais rajouter un petit espace, voilà, commit change. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais, alors là, je suis avec un compte en Gmail, hop, .com, hop. Ce qui fait que là, le fait d'avoir mis ce commentaire, bah, ça va tout simplement activer la signature. Et là, du coup, si je crée une pull request, on va avoir dans les checks de la pull request pour pouvoir la merger. Et là, effectivement, là, j'ai le petit DCO là, qui passe en me disant bah, tu as bien signé, j'ai bien prouvé que sur son contrat, je ne fais pas n'importe quoi. Voilà. En gros, je signe le contrat à chaque fois. Alors, il est bien beau, mon Mac, il marche bien, mais je ne sais pas l'utiliser. Voilà. On va continuer. Alors là, qu'est-ce que 41, il reste 9 minutes, c'est parfait. Qu'est-ce que la CSF nous apporte? Donc tout d'abord, ce que nous apporte, effectivement, maintenant on a un autre domaine, on a un Slack, et on a même un, vous n'allez pas le croire, mais on a un Jira. Par contre, je vais vous le montrer, c'est le plus beau Jira que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que même le Jira, il est bien. C'est-à-dire que là, j'ai une question, je veux pousser un truc au marketing, et ben, j'ai juste à faire à cliquer là, et j'ai juste un petit formulaire tout simple, et je peux avoir un appui marketing de la fondation. J'ai une question juridique, c'est-à-dire que j'ai un problème juridique, bim, je clique sur le légal, hop, j'ai accès au juridique. Ça, c'est le rêve. Qu'est-ce que je veux? Je sais qu'il y a le blog, je publie un article sur le blog, apparemment c'est minimum 10 000 vues par jour. Et ben, je le fais pas encore, mais je vais le faire bientôt. Et ben, bim, je fais la demande et je vais pouvoir publier sur le blog. Et ça c'est génial. Et un Jira aussi simple, j'en ai jamais vu, et j'aimerais bien avoir ça partout. Ensuite, un autre outil qui, à mes yeux, est indispensable. Alors j'ai oublié de dire là, le pingouin. Alors c'est un pingouin canard, parce que j'ai pas le droit de mettre de pingouin. J'avais pas le droit de mettre de Picsou, alors j'ai mis un pingouin canard. Donc là, ce qui se passe, un outil qui est merveilleux, j'en avais déjà fait un par le passé, c'est Cloud Monitor. En gros, c'est que je ne vous ai pas listé tout ce qu'il y avait à faire pendant les 4 mois pour que le projet soit vraiment validé avec la signature des contrats. La plupart des tâches sont décrites ici. Et en fait, ça, c'est un outil que toute entreprise devrait avoir. C'est-à-dire, même en interne, vous devriez avoir ce genre d'outil. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va scanner le repo et me dire qu'est-ce que j'ai bien fait ou mal fait. Là, par exemple, comme on n'a plus beaucoup de temps, on va focus sur un truc assez facile. Là, dans la documentation, on me dit bah, je veux une liste d'adopters. La liste d'adopters, bah, qu'est-ce que c'est? Moi, j'avais une croix rouge. J'ai cliqué sur Check Doc. Et là, dans la Check Docs, on me dit bah, l'idée, c'est de dire qui utilise le projet. Les gens ont le droit de faire une pull request pour dire qu'on utilise le projet. Et là, du coup, je l'ai fait suite à des gens qui sont venus nous parler, qui m'ont dit ah, moi, j'aimerais bien avoir le logo sur votre site. Et du coup, j'ai vu cette section, bah, je dis c'est exactement ça. Et là, du coup, maintenant, n'importe qui utilise Simfast peut faire une pull request et son logo va apparaître ici. Et ça, c'est cool. Donc ça, je dis ça pour c'est un truc de documentation. Mais il y a la même chose pour la licence, il y a la même chose pour checker le site web. Pareil pour mettre le Slack, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un Slack. On a des community meetings, pareil. Et en fait, ça force à uniformiser tous les projets. Et ça, c'est génial parce que dans n'importe quelle entreprise, toutes les entreprises veulent uniformiser les projets. Il faut savoir que Cloud Monitor, c'est open source, donc vous pouvez aussi l'installer chez vous. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi l'onglet Security. Et là, l'onglet Security, je me suis dit, facile, il y a un petit bout de CI/CD à mettre. Ça va être facile. Je l'ai mis. Et en fait, bam, c'est ce qu'on appelle OpenSSF. Et en fait, c'est encore un autre truc super compliqué, mais qui permet de valider toute la sécurité du projet.
Et là, on va voir ici OpenSSF Scorecard. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Open Source Security Foundation. Et c'est un ensemble de checks de sécurité très poussés. Et là, il y a beaucoup de choses à faire pour valider la sécurité de son projet. Par exemple, il faut lister sur un standard technique les dépendances de notre projet. Ce qui fait qu'entre projets, on peut checker de façon les CVE de façon standard. Là, ce qu'on a mis en place, c'est le scan de licence. Donc là, c'est la Fondation Linux qui nous paye FOSSA, je crois que c'est FOSSA, qui nous scanne les licences à chaque commit, quasiment. Donc là, on est plutôt content, on est plutôt sécurisé par rapport aux licences. Et c'est plutôt pas mal. Top. Alors, 45 minutes, 5 minutes, c'est parfait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a SimFast avant et après la CNCF. J'aurais aimé vous dire que c'est génial, faut pas que je zoome. Si. On va le faire, je vais cliquer sur le lien, je vais faire escape. Et ben non. Et ben non. Alors. Non, toujours pas. Le problème, il est entre la souris et le clavier. J'arrive plus à récupérer le PowerPoint pour le couper. Attendez. C'est bon. Là, du coup, l'idée, c'est de dire, j'aurais aimé que ça explose en stars, qu'il y ait 10 000 contributions, mais en fait, non, c'est pas magique. On peut voir que ça a eu un impact qui est positif, mais c'est pas si simple. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Là, le petit message que j'aimerais dire, c'est que n'hésitez pas à mettre une petite étoile. Ça me fait très plaisir. Vous cliquez là. Ici, Stars, ça me fait énormément plaisir. Oh merci, il y a une Stars depuis tout à l'heure. Et en fait, SimFast a vraiment gagné en qualité. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on a un site web, on a une documentation, on commence à avoir des feedbacks, on a un Slack où il y a des gens qui commencent à dire « j'aimerais contribuer ». On a commencé à mettre des first good issues, ici, des qui sont plutôt faciles, certaines sur le JavaScript, sur la partie web, d'autres sur la partie C# plutôt des faciles. Et il faut savoir qu'on a un board ici qu'on anime et qu'on vous accueillerait avec plaisir là, pour bouger les petites cartes. Je vais changer de slide, mais comme j'ai plein avec les slides. En fait, avec SimFast aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais on est sur le chemin pour y arriver. Et mon but ultime, ce serait que j'arrive à moins contribuer et à plus faire partie de l'animation du projet. C'est pas encore gagné. Je pense que sur la roadmap, là, dès qu'on aura mis le scale out, c'est-à-dire le scale automatique vers le haut, là je vais faire des articles et je pense que là ça va prendre un boom, ça aura un vrai intérêt pour les entreprises. Et mon rêve, c'est que le projet vive de lui-même. Il faut savoir que grâce à la CNCF, on a mis en place, ça fait partie des tâches qu'on doit faire avec le moniteur, un meeting toutes les semaines. Toutes les semaines, on a les 30 minutes SimFast, c'est tous les jeudis à 17h. Vous êtes les bienvenus, il y a déjà des gens qui sont venus et ça fait super plaisir. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait SimFast MCP qui était né entre temps, le petit bébé, la petite sœur de SimFast. Bon là il est 49, ça tombe bien parce que je peux rezoomer. Et on va déjà faire une référence à l'année dernière. Vous êtes développeur, vous avez le pouvoir, vous ne le savez pas. Il faut juste que vous regardez pas que l'aspect tech, mais l'aspect tech. Il faut savoir que dans une boîte tech, il y a 30% de devs et 50% de commerciaux. Et du coup, il faut vraiment regarder tous les aspects de l'informatique. Et si vous voulez level up, le futur vous appartient. Et si vous voulez sauver ce pingouin, et sauver la planète et le rendre heureux et sa famille, eh ben, ça ne tient qu'à vous. Je vous remercie.
minutes pour les questions. 3 secondes. Ah, c'est fini. Pas de questions. Déjà, merci pour la présentation. Une question par rapport au temps de réponse, comme vous avez pu discuter avec les gens de la CNCF directement, sur les temps de réponse, ils étaient allongés, notamment sur le Jira par exemple, si vous pensez à un ticket ou quelque chose comme ça. Alors, je ne voulais pas montrer, mais il y a le Slack de la CNCF. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une question... Comment ? Ah ouais. Alors, c'est un M4, il est trop puissant. Mais je ne sais pas l'utiliser. En fait, sur le Slack, par exemple, quand on a mis en place le site web où là j'avais le logo qui n'apparaissait pas dans la CNCF, alors, je ne sais pas si je dois montrer leur nom, c'est pas bien, mais dans les 2 heures ils répondent. C'est-à-dire que. Et en fait, il y a tout un ensemble de Slack où il y a vraiment une communauté active, où il suffit de dire j'ai besoin d'aide sur ce sujet, il y a des gens qui se proposent, et il y a vraiment un cercle vertueux qui est poussé par cette fondation pour que les gens aient envie de contribuer et de participer. Et en tout cas, au niveau du TOC, eux, ils m'ont aidé à chaque fois du tac au tac, 1 ou 2 heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.